Alors bonjour à tous et merci d'être parmi nous pour ce second numéro de cette émission qui vise à s'interroger sur le futur du commerce. En ces temps de crise, il nous semble important de pouvoir continuer à penser l'avenir et à s'interroger sur les conséquences de cette épidémie sur le monde du retail et sur le monde de l'e-commerce. Donc pour discuter et pour échanger aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Eric Brionne qui est cofondateur de la Paris School of Luxury, directeur de la rédaction du Journal du Luxe et qui est co-auteur de l'ouvrage Le Choc Z. On a le plaisir également de recevoir Joël Plat, qui est l'ex-directeur commercial d'Apple, professeur associé à Dauphine sur les thématiques de retail et d'innovation produit, et qui est advisor dans plusieurs cabinets de conseil comme Lafayette Plug and Play et Lafayette Brand Booster. Et on reçoit également Sébastien Tortu, qui est consultant en marketing digital, qui est auteur de l'ouvrage à succès sur le secret des DNVB, le renouveau du commerce. Donc aujourd'hui, on va s'interroger à deux grandes thématiques, à savoir d'abord les changements d'habitude des consommateurs et les conséquences que cela va avoir pour les marques retail et e-commerce. Et on ouvrira également une réflexion autour du consommateur de demain en interrogeant un petit peu les tendances qu'on peut constater sur le marché est-asiatique et voir si ces tendances peuvent, selon vous, s'implanter en France. Moi, j'ai envie de vous interroger en fait sur la grande question, est-ce que finalement le consommateur, avec la psychose un petit peu post-crise sanitaire qui va s'installer, va continuer à aller en boutique, ou est-ce que finalement il va se mettre à plébisciter les achats en e-commerce? On peut peut-être commencer par vous, Eric. C'est une bonne question parce que justement, on sort avec la Paris School of Luxury en fait un podcast vidéo, donc ça, il sera sorti le premier numéro, dont le titre est l'Observatoire du monde qui arrive. Donc déjà, le premier point, c'est qu'on pense, et je pense vraiment qu'il va y avoir un avant et un après. Je pense que pour le retail, pour le marketing et au-delà tout le système, et déjà, on voit qu'il va avoir je pense qu'il va y avoir différents types d'attitudes, mais on voit clairement émerger, que ce soit en Chine, alors c'est plus en Chine parce que forcément, on n'a pas encore étudié vraiment le consommateur, vu qu'on est en plein dans la crise, et la Chine y est encore, hein, parce que là, je viens de voir, que les cinémas, qui étaient ouverts sont à nouveau refermés en Chine. Donc, on voit vraiment l'arrivée d'un consommateur que j'appelle le consommateur survivaliste, donc qui est en mode clairement survie, qui est un consommateur qui a peur aujourd'hui. Et il va falloir à la fois, nous, en tant que marketeurs, les marques, vraiment créer deux choses qui sont vraiment clés. Le premier, c'est l'envie, et le deuxième, c'est de ne plus avoir peur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que l'impact, il va être lourd. Je pense que le gagnant à court terme est clairement l'e-commerce, ce qui va permettre d'avoir une accélération dans la transformation digitale, dans la digitalisation même plutôt du luxe, parce qu'aujourd'hui, bon, le luxe avait son petit temps de retard par rapport au digital, par rapport à l'e-commerce, hein. On voit en termes de chiffres, ça représente, c'est epsilon, c'est 7%, donc certes, c'est un moteur de croissance. Ça va vraiment accélérer la digitalisation du luxe, pas simplement l'e-commerce. Donc, j'ai envie de dire, pour l'e-commerce, c'est bonheur. Pour la boutique, ça, il va falloir l'étudier de près parce que clairement, il va falloir affronter un consommateur qui a vraiment vécu un trauma et arriver à le rassurer. Donc, j'ai envie de dire, pour répondre court, attention danger, c'est clair. Moi, je pense que ce que disait Eric, il a tout à fait vrai. Il va y avoir un besoin de rassurer le client parce qu'il va falloir le faire revenir. Mais il va y avoir un besoin aussi de le faire rêver, lui faire vivre quelque chose qu'il n'a pas vécu pendant un mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait combien de confinement et qu'il ne pourra jamais vivre sur le web. C'est cette émotion, cette fascination pour le toucher, pour le partage, etc. Et je pense que le retail physique va avoir un besoin de se réinventer encore plus parce que sur le web, on va découvrir cette facilité de livraison, pratique que peut nous offrir aujourd'hui une expérience comme celle d'Amazon. Mais aujourd'hui, toutes les autres marques vont être obligées de s'aligner à ça parce que voilà, le web va devenir encore plus pratique. Et je crois que le retail physique va devenir, va être ce relais d'expérience, d'émotion. Et ça, on en aura tous besoin. Quand on est resté confiné autant de temps, on aura besoin de revivre quelque chose d'émotionnel.
Donc finalement, si je comprends bien ce que tu dis, toi, tu es un petit peu plus optimiste sur le fait que le consommateur ait besoin de justement retourner en boutique pour revivre ce contact physique. Tu penses que finalement le consommateur ne va pas forcément plébisciter le web? Alors, c'est pas ce que je dis. Je pense qu'il n'y a pas de, ça ne doit pas être la guerre entre les deux. Les deux doivent servir, doivent s'auto-servir, enfin, doivent se servir, pas s'auto-servir, doivent se servir entre eux, parce que je pense que les boutiques vont se vider. En partie parce que justement tous les achats très faciles, on voit aujourd'hui tous les drives de supermarchés sont complètement débordés de commandes parce que voilà, les gens prennent l'habitude veulent pas aller en boutique, donc prennent l'habitude de prendre les commandes sur Internet. Donc ça va durer. Je pense que quand on a compris qu'on pouvait acheter son pack d'eau, son lait, etc. sur Internet, se faire livrer en 24 heures, souvent gratuitement, je pense que ça va devenir une habitude assez facile et pour tout le monde. Par contre, à un moment, on est des humains, on aura ce besoin de sortir, on va avoir ce besoin de retourner au travail, de marcher dans la rue, d'être interpellé. Et je pense que c'est là où les boutiques auront un vrai enjeu, c'est de réussir à nous faire vivre quelque chose, à nous interpeller positivement, à nous faire rencontrer une matière, rencontrer des gens. Et je ne crois pas au complet défaitisme du fait que plus personne ne va aller en boutique. Je n'y crois pas, je ne veux pas y croire. Et en plus, je me battrai pour que ce ne soit pas le cas, pour trouver les stratégies et créer l'émotion qui fera venir les gens dans les lieux physiques. D'accord. Et vous, Joël, vous en pensez quoi du coup? Est-ce que vous pensez que les boutiques vont être désertées ou au contraire plébiscitées? Alors, je pense que déjà avant la crise, il y avait une évolution forte et un shift fort sur les typologies de boutiques physiques, vous le savez, qui attiraient les clients et les consommateurs et pour quelles raisons ils y allaient. Et deux, un shift vers le e-commerce et où les phénomènes de marketplace typiquement. Bon, et je pense que cette crise risque de l'accélérer, mais peut-être avec des paramètres différents. En d'autres termes, on a eu quand même une grosse tendance à voir les clients aller en boutique pour de l'achat de proximité. Je ne sais pas si ça va survivre. Ce qui est sûr par ailleurs, c'est que les clients désertés de l'hypermarché et les très grandes surfaces et ou les centres commerciaux, ça risque de survivre un peu et sans doute à la faveur du post-crise. Et d'ailleurs, ça introduit deux notions. Hein, quand on analyse ce qui s'est passé post-SRAS, par exemple, typiquement, ou post-Fukushima pour le Japon en particulier, si on regarde l'Asie, hein, typiquement, il y a eu des tendances très différentes sur le court terme et sur le moyen terme d'une part, et par typologie de produits. Eric parlait du luxe tout à l'heure. Il y a des produits sur lesquels on a envie de se faire plaisir, il y a des produits de nécessité et des produits qu'on veut absolument oublier parce qu'on en a soupé. Je pense que les clients ne sont pas prêts à refaire des stocks de pâtes et de produits d'entretien. Même chose sur les produits de santé. Le luxe, probablement plus intéressant à moyen terme. L'alimentaire, mais une autre typologie d'alimentaire, celle qu'on est en train de voir aujourd'hui se développer, c'est-à-dire le frais. Peut-être qu'on n'ira pas manger au restaurant, peut-être pour des questions ou dans des hôtels ou à l'étranger pour des questions de confiance, en effet, mais qu'on se fera à la maison. Et puis, la dernière typologie, c'est l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, effectivement, qui risque de non pas rebondir tout de suite, mais de décoller ensuite. Ipsos a fait une petite étude en février là, sur les consommateurs chinois. Je ne sais pas si vous avez vu ça, qui montrait qu'effectivement, ils avaient un problème de confiance. Février, hein, pas en mars, pas à la sortie de la crise. Même si, comme l'a dit Eric, la crise n'est pas tout à fait définitivement terminée en Chine avec le coronavirus importé. Hein, pour ça qu'ils ferment les frontières. Mais donc voilà, Ipsos évaluait que les consommateurs chinois, voulaient retourner au travail, deux, mettre de l'argent de côté, et trois, avaient besoin de reconquérir la confiance. Et puis un dernier point, et je laisse la parole à Eric, sur ce qui risque de se passer en post-coronavirus. Je pense que les e-commerçants ont poussé très fort, en particulier à la fois là où ils étaient très forts. Hein, on l'a vu en France sur le non-alimentaire. Ils ont saturé toutes les capacités de production, logistique, transport, les produits qu'ils trouvaient sur les sujets non alimentaires, avant que l'alimentaire se trouve aujourd'hui en situation de difficulté pour acheminer via les camions vers les magasins. Donc, ils ont pris des parts de marché en alimentaire. Ils en ont pris aussi en alimentaire.
peut-être pas en France, mais aux États-Unis en particulier, tous les pure players ont développé leur livraison à domicile, le drive, etc. Et ça, on ne fera pas marche arrière. Donc en gros, en alimentaire, quand ça pesait 4,5% du commerce et que ça va en peser 10, on ne fera pas marche arrière. Quand le drive pesait 1 ou 2% du business et que ça va en peser aussi entre 5 et 10, on ne fera pas marche arrière. Donc il y a toute une part de marché sur le commerce traditionnel qui va être perdue. Mais comme Sébastien, je suis un optimiste et je pense en particulier qu'en France, on est hyper créatif sur le commerce, sur le retail, et on trouvera les moyens de réattirer les clients, mais avec des éléments de mix et de ressources différents. Donc oui, du showrooming, assurément, mais un showrooming volontaire et non pas vécu, et avec des grands déséquilibres à résoudre entre le coût de l'exploitation du physique et le business du digital. Pardon Eric, je t'ai Non, vu. je t'en prie. Non, c'est bien parce qu'il y a débat, parce qu'on a 2 optimistes et un pessimiste. Donc ça, c'est très bien comme ça. Le pessimiste, ça permet de prévoir, entre guillemets, «le pire» pour vivre le meilleur. Mais, je suis d'accord. Alors c'est plus par rapport à Sébastien. En effet, donner une nouvelle vocation au point de vente en le rendant le plus expérientiel possible. Tout à fait, et puis ça date pas de la crise, hein, ça fait un petit moment. Simplement, la question que je pose, c'est quand on voit l'impact économique que va avoir le corona, sachant qu'on ne sait pas quand ça va se terminer, on ne sait pas si ça va pas se reproduire en plus. Est-ce que c'est un phénomène qui va revenir chaque année? On peut se poser la question. Mais par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est quand on va voir l'impact économique de la chose qui est quand même redoutable. On voit les chiffres de vente qui sont annoncés, un Kering, alors moi, j'ai parlé plus du luxe, à moins 15%, un Burberry à moins 50%. Transformer la boutique en lieu d'expérience, ça coûte beaucoup d'argent et ça veut dire aussi lui changer sa vocation première qui est de vendre. Donc, dans un climat de crise, un lieu de vente entre guillemets 90% expérientiel, qui est comme un espèce de super parc d'attractions, ça demande beaucoup d'argent. Est-ce que les marques, les enseignes pourront investir cette somme? Avant la crise, ça ne se posait même pas la question. Après, je me pose la question. Je pense, ce que je crois, c'est qu'en fait, effectivement, c'est des mix. C'est un mix économique qui va fondamentalement changer entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte, chacun des canaux. Après, il y a plusieurs tiers on analyse souvent les retailers et les distributeurs par plusieurs tiers. Le premier tiers, les Nespresso, Apple, BM, Dior, Zara, H&M, devraient pouvoir trouver un bon optimum dans leur mix de vente et d'investissement et de coûts entre le physique et le digital. Il y a un deuxième tiers, peut-être probablement les hypermarchés, les magasins alimentaires, on va dire les brick and mortar qui sont en train de migrer vers le click and mortar, en tout cas le commerce mixte, doivent pouvoir s'en sortir aussi au prix d'un certain nombre d'investissements. Et puis il y a un troisième tiers, alors là, ceux-là probablement sont beaucoup, je ne vais pas citer des noms, parce que ça ne serait pas forcément très sympa, mais ceux qui n'ont pas engagé leur mutation digitale, qui sont très physiques avec des réseaux importants, pourraient effectivement beaucoup souffrir. Là, je partage le point d'Eric et laisser un certain nombre de pas de porte vacants en n'ayant pas le bon mix. Et en tout cas, ne pas avoir le bon mix, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement ne pas réussir à faire migrer les clients vers le digital et ne pas réussir à, entre guillemets, dégager les économies sur le digital nécessaires pour faire vivre le physique et l'expérientiel. C'est un peu ça les grandes équations qu'on doit résoudre. Et là, je suis assez, du coup assez d'accord avec Eric pour ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui m'inquiète, c'est l'état du retail déjà. Enfin, rappelons-nous aux États-Unis ou en Angleterre, le fameux retail apocalypse qui a touché les grands magasins qui étaient pourtant digitalisés, en tout cas qui essayaient. On voyait à quel point voilà, JCPenney disparu, Macy's en très grande difficulté, et c'était avant la crise. Donc, je suis très curieux de voir comment, une fois la crise, surtout que là maintenant l'épicentre est aux États-Unis et ça a l'air assez grave, comment un secteur retail qui était déjà très malade va se relever de l'ensemble. Surtout qu'il y a un truc qui est très contre-intuitif dans cette situation-là, qui est totalement contre-intuitif, c'est que c'est dans les situations de crise qu'il faut pouvoir investir, et en particulier pas forcément investir sur le front office et les clients, mais probablement sur le back office et la tech. Et je pense en particulier à ce que fait Walmart
en test pour contrecarrer Amazon avec des magasins intelligents, pour des caméras pour évaluer les niveaux de stock, la rotation, la tenue des magasins, les facings. Donc c'est de l'IA pour de la détection, pour faire du replenishment, enfin du réapprovisionnement automatique intelligent. C'est s'équiper d'outils et de capacités de production plus puissantes et meilleures et avec une meilleure productivité en supply chain, ce qui nécessite de l'argent. Et puis c'est changer aussi le mix d'investissement. Là, on est en train de se parler de 3 mois avec 0 papier actuellement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas distribuer les prospectus et puis on ne peut pas aller dans les magasins. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire migrer tout ça très rapidement vers du marketing digital, donc avec des équipes compétentes, de l'agilité, d'autres façons de raisonner l'investissement marketing. Et tout ça, évidemment, ça prend du temps à mettre en œuvre. Il y a un autre point qui me semble très intéressant aussi, c'est la logique de partenariat. On se rend compte que parfois, on n'est pas assez fort tout seul. Donc, on assiste beaucoup dans le retail à de la cornerisation, à des partenariats entre retailers. Et il est urgent de les mettre en œuvre. Donc, typiquement, j'ai vu un partenariat qui était très intéressant récemment entre Google Shopping. Alors, vous savez, aux États-Unis, l'enjeu de la livraison du produit frais, c'est d'avoir sa structure logistique pour livrer les produits alimentaires frais. Donc, Walmart le fait avec Walmart Grocery. Amazon le fait avec Amazon Fresh, avec une logistique et un soutien derrière commercial et logistique de Whole Food, qu'il a racheté il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Et alors, on voit que Google, qui est bien sûr fabless, enfin, qui n'a pas d'entrepôt, qui n'a pas de magasin, c'est allié à Target. Donc, c'est intéressant de voir comment intelligemment un Target pour qui le coût d'accès au digital est trop important, s'allie intelligemment à un Google, mais un peu comme un Monoprix, en attendant que son entrepôt Ocado soit ouvert prochainement, dans les 2 ans qui viennent, s'allie à court terme avec Amazon. Donc il y a vraiment cette logique d'agilité qu'il faut pouvoir développer, mais il faut rester sexy pour se marier, il faut rester sexy en fait. Hein. Ah, c'est un point justement, super j'ai intéressant. un. Pardon. Vas-y. Non, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Ouais, moi je voulais faire un petit peu effectivement cette transition sur le fait de rester sexy, de créer l'envie, de pouvoir finalement essayer de se battre contre la tendance de fond que vous avez l'air de tous décrire, à savoir la migration des consommateurs sur le web. Et la question que j'ai envie de poser, c'est comment la boutique se réinvente, comment la boutique continue à faire venir des gens malgré la tendance de fond qui a l'air implacable selon vous. Sébastien, donc tu es de retour, tu veux peut-être prendre la main sur la question. Je suis désolé, et justement, c'est peut-être un symbole sur le fait que les boutiques ne doivent pas mourir, c'est qu'Internet n'est pas infaillible. et qu'aujourd'hui, je galère, donc je pourrais pas toujours tout consommer sur Internet. Mais alors, je pense que y a une idée qu'a soumis Joël au tout début, c'est sur cette idée de showrooming. Je pense que le consommateur, et on le voit aujourd'hui, le web induit énormément de retours, énormément finalement d'insatisfaction, parce que on ne sait pas la taille qu'on va prendre quand c'est de la mode, on n'est pas finalement satisfait à 100% de la couleur du sac que l'on a acheté ou de la taille. Donc c'est un peu compliqué, ça crée énormément de retours. On sait que le web aujourd'hui c'est quasiment 30% de retours. Donc je pense que ça crée quand même une expérience qui peut être assez négative. Aujourd'hui, les boutiques, elles vont devoir se faire avec ça et elles vont devoir proposer une expérience qui va pouvoir venir compléter ce pain point qui est de vivre une expérience. Encore une fois, je me répète, mais je pense que c'est le b.a.-ba et ça va être de venir compléter l'expérience boutique. Et donc, avant, on imaginait le web comme soutien de la boutique. Maintenant, je pense que ça va être l'inverse. On le voit, un retailer comme la Fnac, 50% de ses achats web sont récupérés en click and collect. Donc finalement, la boutique se met au service du web pour venir jouer la proximité, etc. Donc je pense que la boutique, il va y avoir un pivot d'utilité. Le web va devenir ultra convenient. On va tout acheter parce qu'on n'aura plus du tout peur. On l'a déjà plus, mais on en aura encore moins peur. Et la boutique va venir améliorer cette expérience et finalement augmenter la rentabilité de la boutique digitale. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur ?
Moi, je crois l'inverse, en fait. Je crois en une intensification des capacités digitales à vivre une expérience la plus sexy possible. Je prends comme exemple ce qui se passe en Chine avec la digitalisation totale en ce moment de la Fashion Week à Shanghai. Et on voit des recherches à travers des choses qui étaient un petit peu passées de mode, comme la VR et ainsi de suite, pour justement arriver à rendre l'expérience la plus immersive possible. Et puis ça amène quelque chose, je rebondis sur Joël, je trouve que cette crise, elle montre quelque chose d'hyper intéressant, c'est que, et là je tends une perche à Sébastien, sur les DNVB. Les DNVB, elles ont remis au goût du jour un truc qui était vieux mais qui est devenu sexy, c'est le consommateur au cœur, à l'écoute du consommateur, être consumer-centrique. Et finalement, à force d'être consumer-centrique, on a oublié les collaborateurs. On a investi à fond sur le client, et puis au moment donné où il faut faire du télétravail, eh bien aujourd'hui, quand on voit les chiffres concrets, ils sont pas terribles en France, hein, télétravail. Regardez une étude qui est sortie dans le JDD la semaine dernière, c'est 30% des Français qui sont en télétravail. Donc, vous imaginez le nombre de Français qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui, alors parce que soit ils ne peuvent pas parce que ce n'est pas le métier, soit parce que ça n'a pas été pensé. Donc, ce que je vois, c'est une intensification des techniques digitales pour rendre l'expérience la plus humaine possible, soit à travers de la techno, soit avec le basculement des vendeurs en vraiment assistants digitaux pour Mm. apporter de l'humain et du conseil. Donc je sens une accélération dans ce sens-là, en fait. Ouais. Là-dessus, je suis C'est 100% intéressant. d'accord. Là-dessus, je suis 100% d'accord. C'est l'objectif depuis le début du web, de rendre le web humain, de rendre le web émotionnel. Pour le moment, c'est compliqué et c'est pas le parti pris majeur. Par contre, ça va arriver et peut-être qu'on en parlera un peu après, mais quand on voit le live shopping, quand on voit toutes ces tendances où finalement l'humain est au cœur de la relation business sur le web parce qu'il va vous inciter à passer à l'achat, etc. Là-dessus, je suis persuadé, c'est vers là où le web doit aller. Le web doit devenir le plus émotionnel possible, mais j'ose croire que dans les prochaines années, il ne sera pas aussi émotionnel qu'une boutique. Ceci dit, la question que vous posez, elle est très intéressante parce que elle dépend beaucoup de la culture, et ça fait la convergence avec les hommes d'ailleurs, sur le point d'Éric. Ça dépend beaucoup de la culture et des valeurs de l'entreprise. Bon, on va parler peut-être dans un instant de la Chine, j'imagine, mais prenons des boîtes qui viennent du pur physique face à face. C'est celles qui ont eu le plus de difficultés de façon interne, sans rachat, ni sans y avoir été poussées par l'extérieur à se développer sur le digital. Et l'inverse est également vrai. Donc on prend les exemples en Chine sont quand même plus simples quand on compare le schéma, on va en parler après, d'un Tencent versus un Alibaba. On voit bien que les chemins sont pas tout à fait les mêmes en termes d'investissement, de succès et de canaux. Et bon, en Europe, effectivement, vous citez Fnac Darty, qui est un très très bel exemple, même s'il est un peu au milieu du chemin, parce qu'il fait autant de chiffres d'affaires en physique qu'en digital via sa marketplace. Mais par contre, assurément aujourd'hui, et je crois que c'est une déclaration récente d'Enrique Martinez qui disait qu'il désoptimise son modèle aujourd'hui parce qu'effectivement, il n'a plus le relais magasin, il n'a plus le click and collect, il n'a plus l'installation, ou en tout cas un gros délai pour la livraison et pour l'installation, qui font partie de son modèle en fait, de son modèle digital. C'est-à-dire que son modèle digital repose fondamentalement sur les camionnettes qui livrent et qui installent, et ou sur le click and collect. Donc effectivement, il y a là aussi encore des typologies d'entreprises très différentes. Celles qui ont intégré les deux modèles, celles qui les ont gardés étanches, probablement pour des questions de valeur et ou de culture, et ou de trop gros investissements pour y parvenir. Il est probable que le client demande, via l'omnicanal, plus de mixité en réalité, parce que la logique du client aujourd'hui, c'est de choisir. Il sait ce qu'il veut, quand il le veut, où il le veut, et toute la complexité pour les entreprises aujourd'hui, c'est de donner ce choix au client. Mais ce choix omnicanal, il est extrêmement compliqué parce que tout le monde veut le favoriser, mais il repose sur des outils et des systèmes d'information assez complexes, hein, des OMS, un certain nombre d'outils qui sont chers et complexes à faire vivre. Et ça, c'est pas à la portée de tous les retailers. Donc évidemment, on va encore un petit peu avoir, quand je dis c'est pas à la portée, c'est une question d'investissement, hein, de CAPEX, on va avoir encore pour quelques temps des canaux, on va dire, étanches. Et d'ailleurs, un autre exemple de ça, on voit qu'une entreprise comme Ikea, typiquement, ne parle pas d'omnicanal, mais de multicanal.
et investissent sur le multicanal. Même Walmart, d'ailleurs, est dans une logique très multicanal et ne galvaude pas le mot omnicanal parce qu'ils savent ce que ça coûte malgré tout, même quand on est Walmart, de maintenir en vie une activité omnicanal de bout en bout avec un client qui choisit de l'ensemble de ses flux de communication et de paiement et de mouvement de marchandises. Juste pour prolonger ce que dit Joël, en effet, Martinez qui dit dans la presse quotidienne nationale ce week-end, c'est un cri d'alerte en disant attention après la crise que nous ne soyons pas remplacés par des géants américains. Les géants américains, on voit ce que c'est, hein, c'est les GAFA. Clair. Alors, c'est un bon point. Après, je laisse la parole à Sébastien. C'est un bon point parce qu'en plus, la logique des GAFA, donc, qui vous le savez, me passionne et que je suis de très près, elle n'existe pas en tant que telle entre un Amazon qui est un GAFA au sens de ce que dit la FNAC, avec sa logique de marketplace, de vente en propre, de vente via des marchands, etc. Facebook, qui est fabless et qui, lui, a plutôt une logique purement de showrooming et où, à travers Instagram et WhatsApp, de social commerce, Google, qui est totalement fabless et qui démarre très en retard par rapport aux autres, hein, parce qu'il a déjà 10 ans de retard par rapport à Amazon et entre 2 et 5 face à Facebook sur le commerce en ligne, paradoxalement. Et puis Apple, qui est encore un de ces autres GAFA, mais je rentre en détail, dont lui, la seule caractéristique est de faire 50% de son chiffre en digital et 50% de son chiffre en physique, sur un ensemble de pas de porte ouverts qui est juste phénoménal. Mais qui finit par le classer, Apple, au 3e, au 4e rang des marchands américains, derrière Amazon, Walmart, eBay, de mémoire. Donc les caractéristiques sont très différentes, mais effectivement, là où je rejoindrais, c'est que leurs moyens sont tels que quand ils vont décider ou quand ils décident d'investir un canal ou un marché, c'est difficile de leur résister, ça c'est sûr. Et du coup, une petite remarque, après à toi Sébastien, mais c'est que du coup, Enrique Martinez ne s'y est pas trompé en relookant le site de la FNAC ces derniers jours, bleu, blanc, rouge, et avec un hashtag e-commerce France. Donc il ne s'y est pas trompé, ça fait peut-être une bonne transition sur les DNVB d'ailleurs. Je sais pas. Les aides de l'État. Ou les aides de l'État, oui, c'est bien vu. Non, mais là-dessus, je peux que vous suivre et je pense que ça va être l'objectif de toutes les marques aujourd'hui, c'est de réussir à leur résister, à mener bataille et à trouver un point de différenciation parce que se mettre sur le chemin d'Amazon, c'est se faire écraser, c'est mourir. Donc, il va falloir trouver son propre chemin et son chemin, on l'imaginait encore il y a quelques temps, plutôt retail physique, sauf que Amazon rentre dans le retail physique, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça prouve aussi que ils font du retail physique au service de leur site web, ils ouvrent des boutiques au service de leur site web pour avoir une livraison plus rapide, des points de contact plus proches, etc. Ça, là-dessus, il y a zéro doute, mais et ça reste epsilon dans leur chiffre d'affaires. Mais voilà, je pense qu'il va falloir trouver des terrains d'expression différents. Il va falloir offrir une expérience différente, une expérience de découverte, de curation, qui sera sûrement plus choisie. C'est d'ailleurs ce sur quoi on pu surfer un peu les DNVB au départ, c'est de se dire on va être plus spécialiste d'un produit, on va mieux le raconter, on va mieux le faire vivre et on espère aussi par l'offre plutôt réduite, contrairement à Amazon, de simplifier la vie du consommateur et on va lever tous les freins à l'achat. Donc oui, être face à Amazon, ça va être compliqué, mais il va falloir essayer, sinon ça va pas être drôle, parce qu'il y a encore quelques années, on se disait être face à Leclerc, ça va être compliqué, et aujourd'hui Leclerc, ils se font disrupter par Amazon, donc il faudra bien que quelqu'un vienne disrupter Amazon. Alibaba. Ouais, c'est amusant parce qu'en fait, même Amazon s'adapte et fait preuve d'agilité. Quand on n'a pas la mémoire courte, parce qu'on est tous les 3 des 4, même des observateurs du marché, il y a 2 ans, Amazon disait dans 2 ans, j'aurai ouvert 1000 Amazon Go. Bon, moi, ça m'a toujours fait rire parce que je sais ce que ça prend comme temps d'ouvrir une boutique. Même si les Amazon Go ont un succès qui est assez mitigé parce que ce sont souvent des magasins, des convenience stores de proximité, des superbes outils technologiques, mais bon, qui nourrissent des yuppies à l'heure du déjeuner de midi. Hein. C'est pas tout à fait le même concept que de vivre avec une ligne de caisse
tout au long de l'année pour des gros caddies. Mais du coup, ils se sont adaptés. Donc, évidemment, 1000 Amazon Go n'ont pas ouvert en 2 ans. Par contre, Amazon va licencier, je crois, ou proposer sa technologie de checkout. Et je crois qu'ils vont appeler ça Just Walk Out. Et donc, dans l'expérience que tu décris, Sébastien, il y a un enjeu très fort aussi d'expérience en magasin, de facilité, de fluidité, de simplicité. Et ça, en revanche, c'est sans doute accessible à tous, hein. Le self-scanning, le self-checkout, la simplicité, quoi. Voilà, la simplicité. Ça c'est des choses que... La simplicité, Moi, ça coûte très cher, mais en même temps, à mettre en œuvre, mais c'est facile à concevoir. Pardon. Alors, c'est vrai que moi, parmi nous quatre, c'est quand même moi le néophyte, et en vous entendant, j'entends quelque chose qui me paraît assez paradoxal, et du coup, j'aimerais bien vous poser cette question un peu poil à gratter. Vous parlez beaucoup d'humanisation de l'expérience client sur le web, et en même temps d'hyper-technologisation de l'expérience client en boutique. Est-ce qu'on n'est pas face à là un énorme paradoxe? Est-ce que le consommateur attend voilà, c'est ces deux choses qui semblent être antagonistes? Non, parce qu'aujourd'hui, la tech, elle doit venir au service de l'expérience. Pendant longtemps, on a cru qu'avoir des boutiques connectées ou digitales, c'était mettre des écrans, c'était mettre des écrans, la possibilité avoir des trucs tactiles un peu partout, etc. En fait, c'est pas ça, parce qu'on se rend compte que les clients ne les utilisent pas, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, quand on parle de technologisation des boutiques, on va imaginer, comme le disait Joël, une façon de payer beaucoup plus rapide, sans caisse, sans tout ça, qui va permettre de passer un moment et de gagner du temps. On voit les boutiques Alibaba, les Freshippo, etc., où c'est ultra connecté, mais c'est intéressant parce que c'est connecté à des produits ultra naturels. Donc on a ce côté et ce rapport entre la technologie et l'humain, c'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir notre kilo de tomates que l'on vient d'acheter, quand est-ce qu'il a été récolté, dans quelle parcelle de terrain, etc. Parce que ça a un intérêt à démontrer. Mais en tout cas, la technologie est là pour vous amener ça, et en même temps, elle vous rapproche du fabricant, ou en tout cas de l'agriculteur local. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que la tech doit disparaître au service de l'expérience client, et finalement doit le suivre sans jamais l'interrompre. Et en fait, il doit avoir les réponses qu'il cherche via la tech. C'est-à-dire que, encore une fois, quand il passe en caisse, il faut que ça aille vite parce que c'est une perte de temps. Quand il veut l'info sur son produit, il faut que ça aille vite, et il faut qu'il l'ait. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que aujourd'hui, la tech vient soutenir l'expérience. Moi, je suis 100% aligné, et c'est vrai que l'exemple d'Emma Fresh, Hippo Fresh en Chine le confirme. Il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait citer où effectivement la tech s'efface derrière l'expérience. C'est bien ça son objectif. On a dépassé le côté vitrine, des vitrines animées où on mettait des télés dans les vitrines. On est déjà en train de revenir des bornes interactives dans les magasins aussi, qui servent pas à grand chose, ou en tout cas qui sont assez peu utilisées, et qui sont vite des briques, mais des briques au sens sans vie, quoi. Donc effectivement, la tech au service d'eux, ça marche plutôt très très bien. Oui, de toute façon, la bonne tech, elle est invisible, hein, sur le point de vente. Mais j'ai envie de dire, il faut être humble. Je pense que là, il faut observer vraiment au microscope le consommateur dans les semaines et les mois à venir. Moi, j'ai l'impression que justement, on a un courant low-tech qui arrive, voire zéro-tech. Je pense aussi, par rapport à la bonne vieille pyramide de Maslow, que la pyramide de Maslow, avec coronavirus, elle est rabotée. Nos besoins changent. La convénience, si fondamentale, mais finalement, la convénience pour nous, elle était tellement, elle ne comptait plus. Finalement, voilà, la convénience, on s'habitue. Bah, là, on comprend qu'elle est précieuse, qu'il y a des gens derrière. Donc, ce qui est intéressant, je pense que ta question après, c'était sur la Chine. Les études chinoises là qui sortent montrent qu'aujourd'hui, il va avoir un besoin de calme, un besoin de douceur qui va être extrêmement important, loin du bruit. Donc ça va avoir vraiment, je pense, des grosses implications par rapport à l'expérience. Et puis la tech, je suis désolé, enfin là on parle de GAFA,
c'est vrai que depuis, voilà, on est dans le fantasme des GAFA. Et si on suivait Google, c'est quoi? C'est le rêve transhumaniste, hein, les GAFA nous promettaient un homme éternel. Eh bien, là, vous voyez, je reviens sur coronavirus, excusez-moi, mais la réponse des GAFA par rapport à coronavirus, on l'entend pas. C'est même des fois pire. Regardez, même pas, il y a 3 jours, l'Angleterre basait en gros toute sa stratégie anti-corona par rapport à des tests qu'elle allait être envoyés par Amazon, bah, les tests, ils marchent pas. Regardez sur Amazon aux États-Unis, flambée des prix sur des produits de première nécessité, de désinfection. Ça y est, Amazon répond enfin pour essayer de réguler les prix. Donc finalement, est-ce que ces colosses ne sont pas pieds d'argile? Et puis je reviens juste sur Amazon, et là ça vient même avant la crise. On voit des chiffres, je suis tombé hier sur une étude qui est sortie sur Ad Age qui montrait que justement ces derniers mois, il y avait une baisse de fréquentation digitale d'Amazon. Donc les choses ne sont pas figées, loin s'en faut. Ni la dominance des GAFA, ni, entre guillemets, la résilience des bric-et-mortar réinventés. Alors, il est sûr que la catastrophe boursière du dernier mois, en fait, les GAFAM avec Microsoft ont brûlé 1,5 milliard de cash, enfin en tout cas de moins-value boursière en un mois. Donc, 1000 milliards. Je dis 1 milliard, 1000 milliards. Donc, de l'ordre de 900 Microsoft et je crois de mémoire et Apple, quelque chose comme ça. Amazon s'en est le moins mal sorti et Facebook a dû griller et Google ont dû griller aussi de l'ordre de 300 milliards chacun. Donc c'est sûr qu'ils sont fragiles, mais pour aller dans le sens d'Eric et de nouveau favoriser la transition peut-être vers un sujet suivant, moi personnellement, je pense que les GAFAM ou les GAFAM ou même les GAFAMs avec Samsung sont ce qu'ils sont, mais que les BAT chinois vont nous occuper beaucoup plus dans les années à venir. On a pas mal parlé de la Chine déjà, mais eux vont être probablement plus intéressants et plus passionnants. Pourquoi? Parce qu'ils offrent une option qui est très étonnante. En synthèse hyper rapide, ils fournissent ce que décrivait Sébastien tout à l'heure, qui est l'expérience retail exceptionnelle. Pourquoi? Par exemple, le Pay by Smile, le paiement par le sourire d'Alibaba, c'est juste exceptionnel. Parce que c'est effectivement une expérience exceptionnelle, une technologie hyper puissante qui permet de payer uniquement en biométrique, mais également la pire des technologies, puisque c'est celle qui derrière, hein, on le sait bien, mais déployée aussi par Amazon aux États-Unis dans certains comtés, permet d'opérer un ranking social et la surveillance à distance de 100% de la population. C'est les mêmes technos, hein. Le meilleur et le pire. Donc c'est pour ça que là-dessus les BAT sont hyper intéressants et que la Chine va nous montrer probablement encore une fois le meilleur et le pire du retail physique et digital, si j'ose dire. Et puis tiens, un petit message d'espoir dans le même sens qu'Eric. Je viens de lire un entrefilet mais que j'ai pas eu le temps de creuser, mais je vous passe l'information si vous n'avez pas encore eu, c'est que Huawei dans son combat homérique contre les États-Unis, Trump dans son combat homérique contre Huawei et les impacts pour Huawei perdant les licences Google, etc. J'ai lu un entrefilet que je n'ai pas validé, mais qui est que Quant, le moteur de recherche français, aurait signé avec Huawei pour lui fournir des couches software pour opérer ses nouveaux téléphones. Donc je trouve ça juste exceptionnel dans la logique. Si jamais c'est avéré et si ça se développe. Voilà. Effectivement. Écoutez, ça nous fait peut-être une transition du coup sur le consommateur chinois, sur la manière dont il consomme aujourd'hui et sur les tendances que vous voyez arriver sur le marché français, les tendances que vous ne voyez pas arriver sur le marché français. Et puis il y a une question autour effectivement du coronavirus, sans vouloir être sensationnaliste, mais est-ce que cette crise sanitaire ne va pas à marche forcée nous amener vers le mode de consommation chinois? Qui commence?
Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre de la Chine sur plein de choses. On en parlait là, les boutiques Alibaba. Moi, je les trouve fascinantes. Je me programme un voyage en Chine pour très vite parce que j'ai envie de les voir avec mes propres yeux et ressentir les choses, même si je vais galérer avec la langue, mais c'est pas très grave. Voilà, moi je crois que oui, il y a plein de sujets sur lesquels ils sont en avant. Je pense que Alibaba est le futur gros Amazon et que c'est sûrement celui qui va écraser Amazon dans les prochaines années, parce qu'il y aura quelqu'un, je suis sûr de ça, on n'est jamais le plus fort. Et donc, oui, il y a il y a beaucoup à apprendre, mais sur la consommation, les consommateurs purs, je préfère laisser parler Eric. Sur la Chi moi alors, je pense que, sur la domination, des acteurs e-commerce, chinois en Chine, il y a pas photo, de toute façon. Par contre, il y a une difficulté, structurelle, c'est l'extrême difficulté des acteurs chinois à, s'exporter et s'exporter en Occident parce qu'il y a un problème de culture et que déjà le marché est largement autosuffisant. Moi, j'ai eu la chance de travailler, 3 ans pour, SKP. SKP, c'est le plus grand, magasin de luxe, à Beijing et vous voyez, à l'époque, il travaillait avec mon ancienne agence qui était Publicis et nous, parce qu'il voulait la culture française pour vraiment avoir la meilleure tonalité possible pour parler luxe. Donc, en effet, plus dominant que jamais, ils sont passionnants. Alibaba est passionnant. Pour moi, c'est le seul véritable acteur e-commerce qui fait du post-digital, qui ne fait pas de différence entre le digital et le monde physique. Et il suffit de voir le benchmark chaque semaine, une nouvelle. Toujours, comment dire, Alibaba pense physique et digital en même temps et rend les 2 merveilleux. Donc c'est totalement, fascinant, mais leur capacité à l'export, j'ai vraiment des doutes à cause de ce problème culturel. Et puis le deuxième point par rapport aux consommateurs, alors, j'ai peur alors là, je vais parler sur le secteur du luxe et de la mode. J'ai peur que la sortie de crise nous rende encore plus dépendants du consommateur chinois. Pourquoi? Parce que, déjà, je vois des boutiques, Chanel qui réouvrent, avec des queues un petit peu moins importantes, mais quand même. Donc, l'envie de consommation, alors qu'on est encore dans la crise, est là, mais par contre avec des choses qui sont nouveaux, qui est une volonté d'économie, économiser, et une volonté aussi par rapport au luxe de challenger le prix des objets de luxe qui était, ce qui est nouveau, hein, parce que les Chinois, et le prix du luxe, il y avait pas de souci. Donc la crise révèle ça. Donc, je pense, pour nous en tout cas sur le luxe, que, l'envie de consommer, va arriver de façon plus forte, en Chine qu'ailleurs. Donc ça va nous rendre encore plus dépendants. Mais attention, cette consommation luxe, mode, beauté va évoluer vers quelque chose de plus économique et le point, final par rapport à ça, c'est les Z chinois, donc la génération Z chinoise, qui était vraiment cigale, qui était dans une, espèce de surconsommation, alors que les Z occidentaux, même s'il y a des comportements différents de Z, il y a pas qu'un Z, étaient plus dans l'avarice et dans, une forme de radinerie. Le Z chinois, pas du tout. Et ben là, quand on voit, ces prochaines études, enfin les études qui sortent, on voit que, maintenant l'envie de consommer moins cher, maintenant vient aussi en Chine. Donc vous voyez, il y a une pression, à cette déflation. Et puis le troisième point, la sortie de crise, en Chine semble accentuer un mouvement qui existe depuis déjà plusieurs mois, c'est une envie de consommer chinois, plus qu'occidental. Et Eric, est-ce que le consommateur chinois a le Z chinois a cette même radicalité, entre guillemets, que le Z occidental autour des engagements éthiques, sociaux et tous les engagements autour de la planète? Radicalité, oui, mais avec des centres de gravité différents. Si je prends l'exemple du body positive, par exemple, qui est un sentiment fort, le body positive, il va être plus sur une expression de personnalité. Il y a pas de dimension politique. La radicalité du Z chinois, elle est sur sa fierté nationale. Et je me pose la question,
il suffit d'étudier les médias chinois. La Chine a observé le nombre de manifestations clairement racistes qu'a eu l'Occident suite à la crise du coronavirus. Quel va être l'impact à moyen terme sur les marques occidentales qui vendent en Chine? Je me pose la question. Je n'ai pas de réponse, hein, mais déjà, on savait qu'avant la crise, le sentiment, la fierté nationale était redoutable. Je prends un exemple, Dolce Gabbana, c'est devenu un classique, mais regardez ce qui s'est passé il y a quelques mois avec Versace, Coach, avec le fameux affaire Hong Kong, le pays, avec le t-shirt. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu des égéries qui étaient les lanceurs d'alerte anti-marque, alors qu'elles étaient payées par les marques. Donc, ce consommateur, la radicalité, elle est sur ce sentiment national. Or, ce sentiment national, il a été clairement attaqué pendant cette crise. Donc, on voit beaucoup d'interrogations. Oui, je partage le point sur la logique de la déception de l'Ouest. Les Chinois, et il y a un truc qui est très rigolo, c'est le jeu Honor of Kings, qui appartient finalement à Tencent, et qui est un jeu vis-à-vis duquel le gouvernement a mis en place des restrictions pour à la fois les enfants qui n'étudient plus, les militaires qui ne gardent plus le pays, parce qu'ils passent trop de temps sur Honor of Kings, mais qui est justement ce creuset de la fierté chinoise historique et combattante. Ça, c'est un très bon point. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup de la Chine et des 800 millions de netizens. On appelle ça des netizens, hein, c'est des citoyens qui surfent le net avec toutes les statistiques qu'on leur connaît pour le 11.11 d'Alibaba, l'achat, le premier milliard de chiffre d'affaires qui est fait la première minute, etc. Mais l'Asie, enfin la Chine n'est pas l'Asie, et l'Asie est très complexe, et donc c'est assez difficile comme Eric, je pense que la Chine n'a pas réussi à exporter ses modèles commerciaux, mais l'Asie non plus, parce que si on prend le deuxième plus grand pays d'Asie, c'est l'Inde. Flipkart, le e-commerçant, n'a jamais exporté ses modèles. Et de la même façon, on pourrait d'ailleurs se poser la question de comment les Européens, les Occidentaux ont exporté les modèles en Chine. Carrefour vient de sortir et tous les grands retailers occidentaux n'ont jamais réussi à exporter leurs modèles stricto sensu en Inde non plus. Ils les ont adaptés par nécessité et parfois super bien adaptés. Je pense à Decathlon en Inde, mais ce ne sont pas leurs modèles classiques, leurs modèles natifs. Par contre, pardon. Vas-y, Eric. Non, vas-y. Et alors, pour terminer, par contre, il y a peut-être un truc malgré tout, je pense qu'il y a un point de convergence et qui risque de nous toucher prochainement. C'est sur la convergence entre le commerce, qu'il soit physique ou digital, et le réseau social. Et ça, peut-être que c'est un sujet sur lequel la Chine et l'Asie peuvent nous inspirer, nous impacter en termes de modèle de commerce. Comment est-ce que le commerce classique, parce que pour moi, le digital, ça reste quand même du commerce classique, et le réseau social vont merger. Et ça, c'est peut-être un axe de convergence. C'est vrai que c'est la question du streaming en fond et du pouvoir du streaming, mais juste sur la Chine, il y a une énorme réussite à l'export, c'est TikTok. Et pour moi, la première fois, on voit un acteur chinois digital qui impose son réseau social au monde entier. TikTok est complètement fascinant et c'est, je trouve, le média social le plus universel où on a du contenu indien, chinois qui vient du monde entier. Après, sur l'Asie, tu as raison de différencier. Moi, je suis curieux de voir quel va être le bilan en termes de soft power de la Corée. Qui finalement aujourd'hui est vraiment présent. Il n'y a pas du tout de nuance, il est présenté comme le modèle. Alors, c'est certes, ça ne touche pas l'e-commerce, mais ça touche vraiment le digital et même la question de la surveillance, qui est une question fascinante. Avant cette crise, la surveillance était insupportable. Aujourd'hui, quand on écoute en effet beaucoup de politiques, surtout américains, la surveillance, c'est la seule solution pour s'en sortir. Donc là, c'est une vraie question. Avant que tu cites TikTok, parce que je crois que ByteDance, la maison mère de TikTok, est l'une justement des licornes chinoises qui ont développé justement ces outils de surveillance à distance et de caméras biométriques. C'est un très bon point. Mais c'est toujours. Je parlais tout à l'heure de la surveillance du biométrique, pardon, du Pay by Smile.
Mais c'est toujours la contrepartie, et c'est toute la complexité, c'est que des choses super positives, des technologies pas très positives permettent des choses super positives. Et un autre exemple qui arrive de Chine, qui est très intéressant, c'est la publicité ciblée. La capacité qu'on a, par exemple, à passer devant un panneau, un centre commercial, qui te reconnaît, qui sait que c'est toi, parce qu'il a ton visage en archive, et il va te reconnaître, donc c'est un côté sympa, ça peut avoir un côté sympa, et il va te proposer une offre commerciale rien qu'à toi, à la fois sur le panneau, ou pourquoi pas si tu es sur un flux Wi-Fi, Bluetooth, NFC, etc., sur ton téléphone portable. Donc c'est un côté hyper personnalisé, qui est vraiment ce que cherchent les gens. On pourra y mettre d'ailleurs la dose de pression derrière en fonction de l'acceptation de chacun. On sait que chacun d'entre nous accepte un niveau de pression commerciale très différent. Donc les algos peuvent permettre ça. Mais voilà, donc c'est la dualité de la Chine, le meilleur et le pire peut-être. De notre point de vue, hein, sans jugement. Là aussi, je fais preuve de beaucoup d'humilité. Comme tu l'as dit, les consommateurs chinois, ils n'ont pas l'impression de vivre dans un état totalitaire pour la plupart. Hein. Ils sont dans un modèle chinois commercial qui leur correspond, dans lequel ils sont plutôt heureux. Hein. J'imagine. Je parle des consommateurs, chinois qui se sentent heureux. Hein. Je ne parlais pas de l'électeur chinois dans sa vie privée. J'étais bien spécifique. Attention. On n'était pas sur le régime politique chinois, mais sur le régime de consommation chinoise. L'apologie de la Chine plus que nécessaire. Ouais, non, mais je suis 100% d'accord. Moi, je suis aussi fasciné par ce qui arrive en Chine, et je pense que de par mon métier aujourd'hui, je ne peux pas passer à côté, et que il va falloir essayer d'en tirer les points positifs et voir ce que nous on peut faire à notre échelle nationale, européenne, etc. pour s'adapter, pour créer des expériences, se servir du meilleur de la Chine, se servir du meilleur des États-Unis pour créer des expériences positives qui correspondent aux attentes des Occidentaux aujourd'hui et du monde après. Mais enfin voilà, je bois vos paroles, messieurs. C'était très intéressant. Je pense qu'on s'approche en fait de la fin de ce numéro. On a eu votre vision beaucoup sur des grandes tendances, sur des grosses boîtes. Et c'est vrai que pour conclure cette émission, moi j'aurais tendance à vous demander plutôt si vous avez un conseil là à donner à un responsable marketing ou à un patron de marque retail ou de marque e-commerce française qui aurait pas forcément les moyens technologiques d'un Amazon ou d'un Alibaba, mais qui doit demain faire face à la crise, rebondir. Est-ce que vous pourriez conclure sur un conseil plutôt orienté petite marque, comment aborder l'après-coronavirus là demain? Comprendre le consommateur, être dans une dimension, une humilité totale. Je pense qu'il va falloir réapprendre le marketing, et ça fait du bien. Et venir comprendre le consommateur, c'est, il n'y a pas juste pour qu'on soit clair, il n'y a pas un consommateur chinois. Il y a 1000 consommateurs chinois, comme il y a 1000 consommateurs Z. On est de plus en plus un monde d'archipel, et ça va continuer. Et une petite marque, si dans le secteur luxe, mode et beauté, je l'invite à faire un sprint à la Paris School of Luxury pour qu'on étudie les tribus qui sont associées à son business. Il en tirera beaucoup d'insights et des activations dans une démarche totalement low cost. Merci Eric. Joël? Moi, je pense que les crises nous obligent à être agiles, à chercher la résilience. Et on trouve la résilience de deux façons, je pense, à la crise. On la trouve au fond de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, de nos valeurs, de ce qu'on est. Donc, de toute cette dimension, cette sphère authenticité, sincérité, raison d'être, qui sont alors, raison d'être, c'est un mot un peu galvaudé, parce que tout le monde maintenant a sa raison d'être, mais tout le monde n'a pas la même. Crois en avoir une. Voilà, et exactement. Et il faut être légitime pour avoir celle qu'on a énoncée et dictée. Et ça, c'est pas le cas de toutes les marques. C'est cette première sphère-là, la sphère de chercher ses ressources en interne, la résilience. Et la deuxième chose dans la notion de résilience, c'est une notion d'empathie, d'écoute, et donc de partenariat. Et peut-être que la solution pour un certain nombre de marques,
c'est pas d'essayer de faire seul les choses, mais c'est peut-être de les faire à plusieurs, de s'unir, d'essayer de discuter avec des gens qui sont complémentaires et qui vont vous apporter d'autres choses que celles que vous avez vous de façon native. Donc je crois vraiment à ces logiques de réseau, de travail en meute par affinité et de recherche de ce que sont nos propres ressources et qui transpirent la sincérité et la raison d'être vis-à-vis des clients, quoi. Et des employés, évidemment, parce que bon, on est, je crois, tous les trois tatoués de près à la logique que les employés heureux font les clients heureux et que ce sont les premiers ambassadeurs du business. Je rêve, je prolonge ce que dit Joël, je rêve la disparition des coachs en raison d'être d'entreprise et en purpose. On est tous d'accord là-dessus, messieurs. On est tous d'accord. Moi, c'est vrai que j'allais conclure aussi sur l'humain. Je pense que ce que dit Joël est très vrai et on le partage tous. C'est que là, il y a un besoin de se rapprocher de l'homme, même si on n'a pas le droit de le toucher, mais c'est de prendre soin de ses collaborateurs. Je pense que là, on se rend tous compte que sans l'autre, la machine n'avance pas, que sans souvent les plus petits salaires, les entreprises n'avancent pas non plus. Donc, je pense qu'il va y avoir un vrai besoin de se rapprocher de ceux qui font les entreprises et qui sont donc tous les employés de l'entreprise. Et comme disait Eric, c'est beaucoup d'humilité. Le consommateur va changer, ses attentes vont changer. Il va falloir s'adapter. Et je crois que pendant un certain temps, il va falloir lui être utile, tout simplement. Je pense que il y a vraiment un transfert aussi de responsabilité. Les gens vont être exigeants vis-à-vis des marques. Ils vont vouloir que les marques fassent avancer les choses. Je crois qu'il y a quand même une défiance politique globale, que ce soit en France, mais ailleurs aussi. Et que l'espoir vient plutôt des marques. Je crois que sur la semaine dernière, LVMH a plus fait que Macron. Voilà, je pense que ça passe par là. Je pense que les marques doivent se rendre utiles à leurs employés, utiles à leurs consommateurs et utiles à la société. Et voilà. Donc, toutes n'ont peut-être pas cette aspiration-là, toutes n'ont peut-être pas cette raison d'être là, mais je pense qu'il y a un vrai besoin de se recentrer sur le nécessaire. Bon, bah écoutez, je crois qu'il nous reste à conclure ce numéro en vous remerciant chaleureusement de votre participation. C'était très intéressant. J'aurais pu rester encore des heures à vous écouter. Donc si l'envie vous reprend de redébattre ensemble, puisqu'en plus on a eu des avis parfois antagonistes sur certains sujets, ce serait avec un grand plaisir qu'on vous recevra à nouveau pour faire le débrief et voir lequel de vous aura eu le nez le plus creux aujourd'hui à la sortie de cette crise. Je pense que pour Merci le coup, beaucoup. on est très alignés tous sur le lointain. Après, c'est sûr que c'est comment on va y aller, ça va être plus compliqué. Mais voilà, je pense que la phrase à retenir, s'il y en a une, c'est de tout ça, c'est l'humilité. On va tous se faire renverser, et même les consultants marketing, et même les planeurs stratégiques, on va tous faire des erreurs, on va tous se faire renverser, et qu'avec un peu d'humilité, on pourra accepter nos fautes. Oui, et puis je pense que plus en fait la crise va durer, plus le changement va être profond. Ouais. Si entre guillemets au mois de mai, la chose est terminée, le changement sera léger. Plus on va avancer dans le temps et plus les changements de système, les changements de pensée, les a priori, je pense, vont s'écrouler. Ouais, c'est un très bon point. Un prof de Harvard qui s'appelle Gary Hamel soutient la thèse que le changement a changé. La notion de changement a changé. Ça s'est accéléré, il est devenu non prévisible. Bon, c'est un monde VUCA, on connaît tout ce terme, mais c'est assez intéressant. Et une autre phrase qu'on dit parfois dans certains business, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc ça appelle à beaucoup d'humilité, en effet. Bon, bah écoutez, on va se quitter sur ce mot d'humilité du coup. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Bravo.